Donc Sandrine Rousseau, vous êtes députée Les Écologistes et vous êtes aussi autrice d'un ouvrage qui vient de sortir qui s'appelle Ceux qui nous portent, que j'ai lu et qui pose énormément de questions intéressantes sur la post-croissance ou la décroissance, ça dépend comment on l'appelle. Claire Lejeune, vous êtes députée LFI et co-responsable du département planification écologique de l'Institut La Boétie. Et Alexandre Wizy, vous êtes sénateur PS et auteur de Politique économiquement, et c'est notamment Politique économique, pardon. Et c'est un ouvrage de préparation au concours administratif, je crois. Voilà. Donc merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et première question de réaction au sondage que vient de porter Louis. On voit quand même, parce que ce matin on a parlé beaucoup d'hégémonie culturelle et de la manière dont l'association Altercapité notamment essaye de faire en sorte de rendre désirable une décroissance qui soit prospère. Vous, quand vous répondez à un tel sondage et vous voyez que globalement, voilà, les personnes à gauche sont assez favorables, alors pas forcément aux mots, mais aux idées que porte la décroissance, comment on peut porter dans le débat public des idées proches de la décroissance, de la post-croissance, en tant qu'homme ou femme politique? Désolé pour le son. Ok. Bonsoir tout le monde et merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, je pense que c'était très intéressant d'écouter les retours sur le sondage et je pense qu'il faut le prendre aussi dans un contexte où justement l'hégémonie culturelle de la croissance est en crise immense en fait. La génération qui arrive là, en fait, contrairement aux générations d'avant, qui pouvaient espérer que pour leurs enfants que pour leurs petits-enfants, ça irait encore mieux que pour leurs enfants. Nous, on se percute à un monde en régression, en fait. Le mouvement est celui-là. Et donc, je pense qu'il y a eu plusieurs moments politiques très forts, en fait, où cette crise de l'idéologie de la croissance s'est manifestée, notamment le Covid, qui a fait bouger beaucoup de choses, je pense. Donc, je pense que c'est le premier point. Et c'est vrai que c'est significatif que les idées, finalement, le contenu politique de ce que signifie la décroissance, en fait, rencontre une adhésion beaucoup plus forte que le terme lui-même qui nous est envoyé à nous, députés du Nouveau Front Populaire, par les bancs de l'extrême droite, à chaque fois qu'on propose une mesure écologique, ferme, un peu volontariste, un peu radicale, ça nous est systématiquement envoyé à la figure. Et c'est vrai que le contenu politique de la décroissance, qui revient finalement à construire une économie où chacun puisse satisfaire ses besoins fondamentaux tout en respectant voilà, les équilibres environnementaux et les limites planétaires, ce à quoi ça correspond comme type de société, c'est évident que ça rencontrerait une adhésion beaucoup plus forte. Et c'est vrai que pour le coup, le programme qu'on porte nous, le programme du Nouveau Front Populaire, on le porte pas sous la bannière explicite de la décroissance, mais si on regarde son contenu qui est de faire de la planification écologique, gouverner à partir des besoins, en fait, ça correspond forcément à une forme de décroissance des flux de matière, à une décroissance de l'empreinte matérielle des sociétés humaines et de notre économie, et à un ralentissement, enfin une reconsidération du rythme de nos sociétés pour justement la décorréler de cette centralité et de la dépendance à la croissance telle que mesurée par le PIB. Donc, je dirais que oui, on n'en est pas encore au stade où on revendique la décroissance en tant que bannière politique qui résumerait finalement le programme politique qu'on porte. Mais le contenu de ce qu'on porte correspond à beaucoup d'éléments qui sont portés par le mouvement de la décroissance dans toute sa diversité, parce qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir justement une pensée de la décroissance qui se diversifie, où il y a de plus en plus de monde. Bon, en France, on a Timothée Paric notamment, mais il y a tous les travaux de Cédric Durand, Mathias Schmelzer également, qui commencent à justement réfléchir à comment on articule la décroissance à la planification. Et voilà, tout ça nourrit beaucoup, y compris les réflexions politiques. Donc voilà. Merci beaucoup. Alors, moi je suis en partie d'accord et en partie pas d'accord. Ça commence. En partie d'accord parce que je pense que, et votre sondage le montre, la décroissance est déjà finalement
enfin, le modèle de croissance, en tous les cas, est en crise absolue et pas que en crise économique. C'est une crise d'adhésion à ce système-là. Et la crise d'adhésion, elle se manifeste peut-être intellectuellement par le fait de poser le mot décroissance, etc. Ça a l'air d'être le cas pour une partie des personnes. Mais ça se manifeste aussi, pardon, par une véritable souffrance, en fait. Et ça, je pense que c'est un enjeu de santé publique majeur, en fait, la décroissance. Parce que si vous regardez les indicateurs de souffrance au travail, il y a 44% des personnes qui sont interrogées qui disent être en souffrance au travail, et il y a 25% des personnes interrogées qui disent être en souffrance extrême au travail. Si vous regardez maintenant les indicateurs de santé mentale, notamment chez les jeunes, c'est catastrophique, mais absolument catastrophique. C'est-à-dire que les hospitalisations pour tentatives de suicide ont progressé, tenez-vous bien, de 570% entre 2016 et aujourd'hui pour les jeunes femmes de 10 à 19 ans, de 10 ans à 19 ans. Et chez les jeunes hommes, c'est pareil, c'est 370%. Donc en fait, il y a une espèce de crise vraiment de sens qui la violence du système de croissance, finalement, on la retourne contre nous par des systèmes de souffrance, par des systèmes de mal-être et par de l'auto-agressivité. Et on met en danger la vie de nos plus jeunes. Donc je pense que ça, c'est l'indicateur, à mon avis, le plus fort du fait que ça n'est plus acceptable. Le système de croissance n'est plus acceptable. Est-ce que pour autant les gens sont politisés vers la décroissance? Ça, c'est encore une autre étape qu'on n'a sans doute pas totalement franchie, mais en tous les cas, il y a une contestation extrêmement profonde par nos corps et notre santé de ce modèle-là. Là où je ne suis pas complètement d'accord avec toi, Claire, c'est que moi, je suis tombée de ma chaise quand j'ai vu le programme du Nouveau Front Populaire, auquel je n'ai pas participé. Donc, je l'ai découvert quand il a été publié, à peu près comme tout le monde. Et là, moi, j'ai lu dans ce programme une relance keynésienne par la consommation qui m'a, mais ce jour-là, mise très en colère. Mais vraiment, parce que je me suis dit, mais si nous avons quelque chose à porter dans le débat politique aujourd'hui, ça n'est véritablement pas une relance keynésienne. J'entends bien l'importance de diminuer les taux de pauvreté, de diminuer les difficultés auxquelles font face les personnes qui sont les plus en difficulté, mais ça n'est pas une relance de la croissance dont on a besoin. Or, le programme du Nouveau Front Populaire, il pose quand même ça. Et ça, moi, c'est une adresse que je fais à l'ensemble des partis de gauche, parce que pour la première fois, j'ai mis le mot décroissance dans l'Assemblée nationale. C'était la semaine dernière. Alors, c'était à la fin d'une intervention, c'était un peu rapide, donc il n'a pas percuté autant que j'aurais aimé qu'il percute. Mais j'ai quand même vu sur les rangs de l'Assemblée nationale, évidemment à l'extrême droite, évidemment à la droite, mais aussi sur les rangs du PS, vraiment les yeux levés au ciel en disant c'est pas vrai, elle va pas recommencer avec sa décroissance, quoi. Et en fait, c'est un sujet. C'est-à-dire que si on veut que la gauche, enfin que notre camp politique remporte les élections, si on pense que les élections sont un sujet de transformation du pays, c'est dont on peut discuter. Disons que comme nous sommes représentants du peuple, on va partir de cette hypothèse-là. Si on veut ça, alors il nous faut aller chercher quelque chose d'autre que juste une relance comme ça et oser nous affronter à nos différences à l'intérieur du Nouveau Front Populaire. Deuxièmement, il y a un clivage dont on n'a pas parlé, mais qui pour moi est fondamental, c'est que les riches sont très très opposés à la décroissance. Et en fait, quand on regarde le bilan carbone des riches, les choses elles sont en fait assez simples. 1% de la population mondiale, 50% des émissions. Pour notre pays qui est moins inégalitaire, même du point de vue carbone, 10% de la population, 5 fois plus que les 50% du reste de la population. Donc on est face à des clivages très forts. Moi je le dis, je n'utilise pas le mot de décroissance. Pourquoi je ne l'utilise pas? Parce que je pense que c'est un mot qui, du point de vue du sens commun d'abord, est totalement connoté négativement. Et même si c'est pas mal 3 sur 10, c'est toujours moins que 4 sur 10 qui sont totalement opposés au mot. Et je crois que, en fait, les gens vivent la décroissance comme étant quoi? Comme étant la décroissance de leurs services publics, la décroissance du nombre de lits dans les hôpitaux, etc., etc. Donc je trouve que le mot a une charge difficile et dans le combat qu'on doit porter est extrêmement compliqué à poser. En revanche, l'idée de désacraliser la croissance,
Ça, c'est essentiel, en fait. Un gouvernement de gauche, il est obligé de sortir d'un pilotage à un indicateur qui veut rien dire sur l'état de la société. Il est obligé de dire c'est quoi l'espérance de vie en bonne santé, un indicateur de bonheur, c'est quoi une école qui fonctionne. Il est obligé de décorréler ça. Et dans ce monde-là, où on aura réussi à installer cette idée que la vie, c'est pas la croissance, mais une pluralité de choses, dans ce monde-là, on a la possibilité de dire, une année, regardez, il y a une baisse de croissance, mais tout le reste va bien. C'est cool, non? Il n'y a pas de problème gravissime. Là, on aura réussi à faire quelque chose. Mais je pense que prendre la montagne par la face nord, comme tu le proposes, je suis pas sûr qu'on gagne grand-chose et qu'on puisse justement accéder aux responsabilités pour changer les choses. Deuxième point sur le NFP. En fait, le programme du NFP, il évite le sujet. En fait, il est assez agnostique. D'ailleurs, il est fondé sur aucune hypothèse de croissance. Il n'y a aucune hypothèse de croissance. On ne dit pas ce que va faire le projet du NFP. En revanche, il a une logique. Il part des besoins sociaux. Donc, en effet, les 10 milliards qu'on a prévus pour l'habitat et le logement, sur le logement social, sur l'accession à la propriété des primo-accédants qui n'y arrivent pas quand ils sortent du logement social, oui, il y a du PIB en plus. Dans les faits, ça fait du PIB en plus. Ça ne veut pas dire que le PIB, c'est l'horizon du projet. Ça veut juste dire qu'on pilote par les besoins sociaux. Deuxième élément qui me semble très important, comme notre programme est très redistributif, taxer les riches, comme je viens de vous le dire au début, les riches, c'est la consommation maximum de carbone. C'est eux qui produisent par leur mode de vie la quantité maximale de carbone. Donc déjà, prendre de la ressource là pour aller décarboner, pour aller faire de l'isolation thermique des bâtiments, pour avoir en effet, quand un tiers des gens ont froid dans leur logement, quand tu leur expliques décroissance, le concept est tellement globalisant que s'ils l'appliquent à leur propre vie, ils s'effondrent en fait. Donc on a ce sujet-là qu'on doit affronter. Moi je pense que la question c'est plus de sortir de la croissance comme l'alpha et l'oméga de la vie et de la vie politique de ce pays, mais il faut qu'on assume de partir des besoins comme on le fait. Et dernier point sur ça, parce que je vois les réactions, moi je suis face à la droite sénatoriale qui est très sympathique, et je vois un petit peu comment ils réagissent quand on leur propose des choses. Je vous donne un exemple. J'ai déposé une proposition de loi sur l'aérien pour plafonner l'aérien. Pardon, excusez-moi, je suis désolé. Oui, je suis désolé, je me rends pas compte. Je suis désolé, je me rends pas compte. Le son est un peu particulier, on est désolé. D'accord, excusez-moi, je me rends pas compte des choses. Je vais parler doucement alors. Voilà, je parle pas très fort, mais ça fait très fort. Donc, voilà, baissez le micro. Là, ça va mieux, par exemple? Ok, merci. Et donc oui, sur le plafonnement de l'aérien, lorsque vous dites aux gens on va plafonner l'aérien, et vous leur dites, en fait c'est très simple, le jour où vous êtes capable de démontrer que votre secteur est capable de suivre la pente de l'accord de Paris, pas de problème, on déplafonnera. Quand vous leur dites ça, déjà vous leur cassez leur objection technique et techniciste de dire non mais par l'innovation vous comprenez, quoi qu'il arrive on est déjà sur une pente. Non, vous dites pas de problème, le jour où vous êtes sur la pente de l'accord de Paris, on réouvre les vannes. Sauf que ce jour, il n'existe pas, en fait, parce que c'est impossible dans l'état actuel du monde et dans les 20-30 ans. Mais au moins, vous leur mettez en face une rationalité supérieure. Voilà, moi, ce que je voulais dire. Je trouve que, évidemment, que ça est très intéressant, mais je pense que c'est pas le bon mot politique pour gagner. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc, j'entends que vous avez pas mal de points communs, mais aussi une stratégie un peu différente en termes de mots à porter et de façon de le porter dans le débat public. Et moi, une des choses qui m'inquiète parfois en tant que citoyen ou même pour l'association, c'est que quand on voit que de fait le programme du Nouveau Populaire dans mon souvenir était quand même un peu basé sur une idée de relance keynésienne, mais outre ça que nos dépenses de santé, nos retraites, tout ça soient axées sur des perspectives de croissance jusqu'en 2080, 2090, et on peut être d'accord ou pas sur le mot, mais ce qui est certain c'est que ça paraît très compliqué au vu de la réalité matérielle du monde d'avoir une croissance du PIB qui va continuer à croître pendant encore des décennies, ça paraît très compliqué. Et donc est-ce que vous pensez qu'on peut avoir une transformation écologique ambitieuse, qu'on peut avoir des services publics peut-être encore plus forts qu'on a actuellement, tout en ayant une décroissance du PIB? Est-ce que ça vous paraît faisable? Et politiquement, comment on pourrait mettre ça en place? Ah si, il marche. Très bien. Alors, peut-être pour rebondir sur notamment la question de la relance keynésienne et la manière dont le budget le programme du nouveau Front populaire et par ricochet son budget se construit. Je pense qu'effectivement, en fait, il ne dit rien de notre rapport à la croissance ou la décroissance du PIB. Et à mon sens, c'est son point fort. C'est-à-dire que, en fait, il secondarise complètement la question de la croissance. Et moi, pour être très sincère, c'est
un des questionnements que j'ai sur l'usage de la notion de croissance, c'est qu'en fait, du coup, on réplique la centralité d'une analyse purement quantitative de ce qui se passe dans la société. En fait, quand vous dites il faut de la croissance, vous dites vous avez une analyse strictement quantitative. Quand vous dites décroissance, même si je sais très bien l'idée de la société qu'il y a derrière le mot décroissance, justement remet le qualitatif au cœur en fait de l'analyse politique. Mais quand vous répliquez à la croissance, à l'idéologie de la croissance, la décroissance, en fait, il peut y avoir cette difficulté d'arriver à voir ce qu'il y a derrière. Et donc, moi, je trouve que c'est un des points forts de justement pas utiliser comme seul indicateur est-ce qu'on va faire croître ou décroître le PIB. Le programme du Nouveau Front Populaire, il n'a pas pour but de faire croître le PIB, il n'a pas comme but explicite de le faire décroître, il pourrait avoir comme conséquence indirecte de le faire décroître en faisant croître plein d'autres pans, plein d'autres indicateurs qui deviendraient les indicateurs importants, centraux, stratégiques qu'on utiliserait pour piloter les politiques publiques. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. C'est en fait, c'est quoi c'est quels outils d'analyse et de mesure on utilise pour justement contrer l'hégémonie qui est récente du PIB en plus. Donc il y a une analyse en termes de dans le programme du Nouveau Front Populaire, il y a la question de comment en fait effectivement, c'est là peut-être Sandrine que la problématique se pose, comment on relance la demande populaire. Mais je pense qu'il faut bien comprendre ce que ma compréhension est de ce qu'on dit lorsqu'on dit on relance la demande populaire. On pose le constat qu'on est dans un pays aujourd'hui où on a 12 millions de pauvres, où on a des Françaises et des Français qui sautent des repas. Donc en fait, augmenter la demande populaire, c'est d'abord faire en sorte que toute la population puisse répondre à ses besoins fondamentaux. C'est arriver à, si vous voulez, le donut de Kate Raworth, c'est arriver à ce que tout le monde puisse arriver à ce plancher de réponse intégrale à tous les besoins sociaux, que ce soit en termes de santé, d'alimentation, de logement, etc. Déjà, ça, vous voyez, il y a un palier à sauter, il y a une forme d'augmentation, là, de croissance, mais qui correspond pas à de la croissance telle qu'on l'explicite. Donc, je pense que cette relance de la demande populaire, elle n'est pas forcément synonyme de relance keynésienne, productiviste. Je pense que c'est pas un programme, c'est un programme qui peut ne pas être productiviste. Je le pense sincèrement. Et il y a d'autres pans du programme qui impliquent justement la captation de capital et de pouvoir, là où il s'est concentré ces dernières décennies, notamment avec un capitalisme de plus en plus financiarisé, de plus en plus qui correspond de moins en moins en fait à de la création de vraies richesses dans l'économie réelle. Et ça permet de donner à l'État un rôle pivot pour faire bifurquer d'un système à un autre. Parce qu'en réalité, c'est aussi ça la question. C'est dans la décennie à venir, comment on organise toute une série de chantiers capitaux qu'il faut accomplir de manière urgente, comment on rénove 200 000 logements par an. Et 700 000 à partir de 2030 si on s'en tient aux analyses du Haut Conseil pour le climat. Et ça va demander une forme d'accélération de l'activité sur ces chantiers-là. Donc je pense que c'est un programme qui effectivement part d'une analyse en termes de satisfaction des besoins sociaux, met sur la table les grands chantiers qu'il faut qu'on arrive à accomplir si on veut changer les infrastructures dans lesquelles notre société évolue, infrastructures de transport, aménagement du territoire, système agricole, et puis tous les systèmes d'imaginaire et de projection politique qui entourent tout ça. Donc à mon sens, je ne résumerai pas le programme du Nouveau Front Populaire à un pur programme de relance keynésienne Verdi. Je pense qu'il a le potentiel pour être plus que ça, et c'est à nous après de l'amender, de rectifier, de le faire vivre aussi dans nos assemblées, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, pour lui donner justement cette coloration-là qui est conforme à un projet de société alternatif et pas juste à une version Verdi du keynésianisme, quoi. Merci beaucoup. Donc en fait, ça veut dire que le système capitaliste tel qu'il fonctionne aujourd'hui fonctionne sous perfusion de l'argent que les ménages gagnent, puisque c'est nos impôts finalement qui permettent les subventions aux entreprises. C'est totalement
à flux renversé par rapport à ce qu'on nous vend à la télévision, qui est de dire qu'il faut d'abord créer la richesse dans l'entreprise pour ensuite permettre la redistribution. En fait, la redistribution, aujourd'hui, elle se fait à l'envers. C'est nous qui finançons les entreprises. Donc oui, on peut financer un système social, mais aujourd'hui, nous n'avons aucune étude économique sérieuse nous permettant de prévoir à 5 ou 10 ans ce que va devenir notre modèle social avec une déproductivité, avec une décroissance ou une sortie de la croissance, avec des chocs climatiques, avec des chocs de biodiversité, de maladies, etc. Tout cela n'est pas pensé. Tout cela n'est pas pensé. Et donc, on a un énorme problème démocratique qui est que tant que ça n'est pas pensé, ça n'est pas anticipé, tant que ça n'est pas anticipé, ça n'est pas géré. Et donc, c'est en cela que moi, je voudrais maintenant poser véritablement ce mot de sortie de la croissance, d'accroissance, de déproductivité, de décroissance, vous l'appelez comme vous voulez, y compris dans l'enceinte de l'Assemblée nationale de manière vraiment importante, parce qu'il nous faut, nous, représentation nationale, penser cela, ou sinon, enfin, déjà, nous ne sommes pas à la hauteur, mais enfin, nous serons encore moins à la hauteur des enjeux des années qui arrivent. Oui, donc juste un mot. Si on veut financer du service public, quelle est la logique qui est la nôtre dans le projet qu'on porte? En fait, cette logique, elle est assez simple, c'est de dire aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui passe par des mécanismes décentralisés de marché. Cet argent, on en prend une partie et on le met dans le giron public, c'est-à-dire dans le giron de la délibération collective. C'est ça, en fait, le programme du nouveau Front populaire. On prend, on taxe des besoins, parce qu'on sait qu'on a des besoins sociaux qui sont inassouvis dans notre pays, et on fait en sorte de le mettre comme ça. Et on le fait, et je pense que c'est en ça que c'est radicalement différent des périodes antérieures, on le fait avec la question de la planification écologique. Et la planification écologique, c'est deux choses. C'est la planification de la décarbonation, des investissements qu'elle implique, etc. Mais il faut aussi qu'on la pense comme la planification de la décroissance de secteurs, parce qu'il est évident que dans le monde de demain, il y a des secteurs qui vont plonger, etc. Et là, il y a prenons ce qui est en train de se passer sur le secteur de l'automobile. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qui est en train d'arriver dans le secteur de l'automobile. Moi, je suis dans l'Oise, j'ai des équipementiers, des sous-traitants de l'industrie automobile partout. On parle de milliers de gens qui vont se retrouver au carreau. Rien, comme disait Sandrine tout à l'heure sur les systèmes sociaux, là je parle du système économique, mais c'est le même sujet, rien n'a été prévu finalement dans la mutation du secteur économique. Et donc vous allez avoir, là, même le ministre de l'Industrie le nie plus, hein, parce que le macronisme industriel, c'était soi-disant la réindustrialisation du pays. Là, ce matin, il y a une journaliste qui lui dit sur France Inter, il va y avoir 100 000 destructions d'emplois dans les prochains mois. Il dit pas non. Hein. Il dit on va se battre pour que ça n'arrive pas, mais il dit pas non. Donc, on est dans une situation où, comme on a abandonné au mécanisme décentralisé du marché le soin de tout gérer pour nous tous, et comme on a finalement un périmètre de l'action collective qui n'est pas suffisant, on est en difficulté. J'ai un point de désaccord, c'est sûr. Si on est en bonne santé, on décroît, tout va aller bien. On a quand même une donnée massive qui nous tombe dessus, qui est le vieillissement de la population, qui implique de s'occuper, évidemment, de prendre soin d'eux, et qui implique des coûts massifs. Donc ça, il faut qu'on le finance. Et en bon socialiste, je dirais que c'est d'abord une question de répartition. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour vos retours. Sandrine, vous voulez répondre là-dessus? Non, c'est bon. Vous vouliez répondre? Ah, merci. Non, mais... Ah, bon, voilà. On est en train de créer du consensus ici, c'est super. Non, alors non, c'est une question qui me vient, c'est que donc vous proposez des choses quand même assez radicales, mais il y a l'idée quand même, et c'est ce qu'on disait ce matin, c'est qu'on est dans un monde quand même un peu d'ultra concurrence, et notamment on voit que le marché européen et donc la France est très ouvert à la concurrence. Et en face, on a des pays, je pense aux Américains avec Trump par exemple, qui font du protectionnisme en partie pour protéger leur industrie. Est-ce que vous pensez qu'en France, on devrait faire davantage de protectionnisme, du coup, notamment pour mettre en place des choses sans être face à une concurrence internationale? Et si on fait du protectionnisme, il y a un risque que pointait par exemple Bruno Latour, il y a l'idée de comment on fait du protectionnisme sans pour autant tomber dans une sorte de conservatisme ou de retour à la terre. Donc c'est un peu ça ma question. Est-ce qu'il faut faire du protectionnisme? Et si oui, comment d'après vous? Oui. Alors, sur cette question-là, en fait, je pense qu'il y a une question de contrôle en fait, politique, de récupération de souveraineté à laquelle on ne va pas pouvoir couper. Parce que, en fait,
ne pas faire de protectionnisme ou ne pas tenter de récupérer dans la sphère du contrôle public et donc démocratique des pans entiers de la production, de la consommation, de la distribution, des échanges, etc., c'est en fait accepter la situation actuelle, qui est une situation de globalisation complètement déréglée et qui crée des catastrophes. On voit enfin là, on est sur le point de signer le Mercosur, c'est quand même une absurdité écologique, sociale, sanitaire immense. Donc en fait, cette question du protectionnisme, je la replacerai dans la question de la récupération de souveraineté et donc de contrôle démocratique, dans une perspective aussi où en fait il va falloir penser non seulement dans la question de la bifurcation, il y a la question du démantèlement de certaines activités en fait. Donc il y a des questions de récupération de souveraineté sur certains pans économiques, sur certains secteurs économiques pour organiser leur bifurcation, voire faire cesser certaines activités et donc organiser aussi voilà, la garantie d'un suivi pour les travailleuses et travailleurs des secteurs qui vont devoir bifurquer. Et le secteur de l'automobile, il est emblématique de ça. Aujourd'hui, on a une situation où on a laissé du coup les constructeurs faire ce qu'ils voulaient en laissant vaguement des limites on va essayer de faire des étapes pour électrifier le parc automobile à 2025, puis 2035. Et en fait, les constructeurs, laissés à eux-mêmes, ils vont chercher à dégager des marges de rentabilité, donc ils vont sortir des véhicules électriques hyper lourds, qui sont destinés avant tout aux classes de population qui peuvent acheter du neuf, donc qui vont être des véhicules extrêmement chers, donc qui ont des avantages ni sociaux ni écologiques, et en plus qui répliquent le modèle du tout voiture, en fait. Donc, sans en fait reprendre la main sur ces secteurs-là, sans instaurer une forme de protectionnisme, sans penser à des formes de collectivisation ou de nationalisation, je pense que on va devoir en passer par là, on ne pourra pas faire bifurquer ces secteurs-là. Et tout ce qu'on pourra faire, c'est des transformations à la marge, en laissant le gros de nos existences, le gros de la matérialité de nos existences être géré par le capitalisme. Parce que, moi, c'est vrai que dans ma manière de réfléchir, pour moi, il y a une question qui est préalable, en fait, à celle de la croissance ou de la décroissance, et qui la détermine, c'est celle du rapport au capitalisme. Et c'est comme ça, c'est à travers ce prisme-là que je lis la radicalité du programme du Nouveau Front Populaire. C'est avant tout comment on arrive à récupérer des sphères de nos vies et à les démarchandiser le plus possible. Et là-dessus, je ne vois pas comment on fait autrement que de donner à l'État, de replacer la centralité du rôle de l'État. Et quand je dis État, ça ne veut pas forcément dire un pouvoir très centralisé, très concentré. On peut penser justement à une récupération de pouvoir au niveau de l'État pour justement en organiser la décentralisation, etc. Donc, mais je ne vois pas comment on fait autrement que de redonner ce pouvoir-là pour justement récupérer des formes de contrôle démocratique sur des sphères économiques très étendues. Et en fait, il y a dans l'histoire aussi de l'idée de planification. Quand on lit le programme du Conseil national de la résistance, le programme des jours heureux, en fait, il mettait quasi en synonyme la notion de planification et la notion de démocratie économique. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on rompe effectivement avec un élément très important qui est constitutif du libéralisme, qui est cette espèce de séparation entre, là, il y a la sphère économique, et là, il y a un mode de gestion, et on n'a rien à dire sur le mode de gestion, si ce n'est que des détails de comment on oriente plus ou moins la croissance, comment on file des milliards aux entreprises pour les soutenir, notamment en cas de crise. Et puis après, il y a la politique, et les deux ne s'entremêlent pas. Je pense qu'en fait, il faut qu'on arrive à faire tomber ça et se dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on organise, c'est une démocratie écologique et économique, et qui effectivement passe par des formes de relocalisation. Donc, les formes politiques dans lesquelles ça se traduit, c'est une forme de protectionnisme et c'est une forme de récupération de souveraineté industrielle, c'est sûr. Merci beaucoup. Là, on va se rejoindre. Il y a trois piliers, il y a trois volets pour relocaliser. Un, la nationalisation. Deux, faire payer le carbone, parce que c'est quand même un des trucs qui nous met très en danger et qui est totalement gratuit, ou quasiment. Et trois, faire du protectionnisme aux frontières.
Je veux dire, on n'a pas tellement de choix, en fait. On n'a pas tellement de choix. Et tout à l'heure, tu disais prendre la montagne par la face nord, mais je rappelle quand même qu'on a extrêmement peu de temps, enfin, si on en a encore d'ailleurs, mais on a extrêmement peu de temps pour agir. Donc en fait, ces 3 outils-là sont des outils qui sont à notre disposition de manière extrêmement rapide et qu'on peut mettre en place de manière très rapide. Donc en fait, pour moi, c'est les 3 outils principaux, majeurs et prioritaires à mettre en place. Et peut-être que même que si on prenait si on gagnait les élections et qu'on prenait le pouvoir, ce seraient les 3 mesures économiques, les premières à prendre pour essayer de protéger un tout petit peu et du coup de pouvoir organiser ce qui était dit juste avant sur les secteurs économiques et pouvoir reprendre la main sur le pilotage de cette affaire. Merci. Oui, bah moi j'ai aucun problème, je suis protectionniste, je l'ai toujours été et je pense que c'est essentiel pour plusieurs raisons. D'abord parce que on est face à des ensembles qui, même si, et ça a été très bien dit sur tous les risques liés aux pesticides, en fait ce qui est totalement paradoxal, c'est qu'on est à la fois face à ce risque-là ici, mais on est finalement les plus avancés en fait. C'est terrible à dire, mais on est les plus avancés. Moi je vois, on a repoussé le CETA au Sénat il y a quelques semaines, il n'est pas encore repassé à l'Assemblée nationale. Je vous donne un exemple concret pour qu'on matérialise les choses. On a un accord avec, dans le CETA, est prévu l'importation d'un quota de bœufs depuis le Canada. Déjà, la logique est sympathique, mais sur ces bœufs, il y a une différence fondamentale. Au Canada, pour gagner une année, disons, pour pouvoir vendre les bœufs, ils donnent des antibiotiques de manière préventive. En gros, comme ça, il n'est jamais malade et du coup, il grossit plus vite, pour dire les choses simplement. Et bien, sauf que évidemment ça crée quoi? Ça crée de l'antibiorésistance, etc. En France, évidemment, il y a des plans d'antibiorésistance assez importants qui sont mis en place, en tout cas plus importants qui sont mis en place. Et donc, si vous voulez, vous demandez à des agriculteurs de se mettre en concurrence avec des standards qui ne sont pas les nôtres. Et donc, si vous mettez tout en haut du sujet la question du laisser-faire et du laisser-passer, que vous ne remettez pas de la politique, c'est-à-dire quels sont les niveaux de normes environnementaux, sanitaires, etc. En fait, la politique, ça ne veut plus rien dire parce que vous êtes systématiquement balayé par le fait que vous êtes en compétition avec des logiques de moins-disant, puisque dans le monde du commerce international, dans ce cas-là, celui qui gagne, c'est celui qui en fait le moins sur l'écologie, qui traite le moins bien ses salariés, etc. etc. Donc, c'est de ça qu'il faut qu'on arrive à sortir. Alors, évidemment, dans notre monde idéal, il y a un OMC rénové dans lequel l'accord de Paris est inclus dans l'OMC, dans lequel la charte de l'OIT, différentes chartes de l'Organisation internationale du travail sont dans l'OMC, et donc chacun fait du protectionnisme à hauteur de ce que les uns et les autres ne respectent pas. On n'est pas dans un monde comme ça, on est dans un monde où les empires sont en train de se recréer. Et donc face en effet au sursubventionnement chinois, face à ce que font les États-Unis, si on ne se protège pas, eh ben en fait, on abandonne notre modèle social, notre modèle environnemental. Donc il faut absolument, absolument qu'on mobilise ces outils. C'est honnêtement une question de vie ou de mort dans tout un tas de secteurs pour les Européens. Et on n'a pas le choix et on peut pas être avec de la faiblesse. Il faut pas se laisser piéger par le discours. Vous êtes en train, parce que ça, moi, je l'entends parfois, vous êtes protectionniste, donc vous êtes comme les réactionnaires. Notre protectionnisme n'est pas le leur. Il a des fondements rationnels. Il a des fondements clairs et simples. L'écologie, la santé, les questions sociales, la question des droits sociaux de nos travailleurs. Donc il est incomparable. C'est pas une montée des nationalistes et le nationalisme dans la guerre. Donc il faut qu'on assume ça, parce que sinon c'est la fin de la politique. Il n'y a pas de politique sans cette capacité à dire oui ou non. Et puis c'est aussi un appel, vu que l'Europe c'est le premier marché du monde, à dire si vous voulez être là, vous montez vos standards. Parce que quand même on a accepté quoi? On a accepté que pendant des années un pays pauvre, la Chine, parce que c'est peut-être la deuxième puissance du monde aujourd'hui, mais au PIB par habitant, c'est un pays pauvre, exporte plus de 60% de sa production vers les États-Unis, l'Europe, etc. Vous vous rendez compte? Un pays pauvre, ils n'ont pas de quoi subsister et ils exportent 60% de leur production. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit aussi à un développement autocentré, comme les ont eu les Européens, comme les ont eu les Américains? Voilà. Donc il y a tout ça dans la question du protectionnisme. Il y a la question de la démocratie, et il y a tous ces sujets. Donc moi je suis fondamentalement protectionniste. Voilà. Merci. Alors, on entend que la question de la décroissance, du coup, passerait par un protectionnisme, une meilleure répartition des richesses,
et aussi d'une certaine manière la baisse de la production et de la consommation. Mais comment vous voyez aujourd'hui, vous, l'intersection entre ces politiques économiques et, je dirais, l'intersectionnalité, excusez-moi, des autres luttes, postcoloniales, féministes, etc. Comment vous pouvez les mettre en lien avec de telles mesures économiques? Oui, déjà peut-être redire à quel point il n'y a pas un wokisme qu'aurait oublié les classes populaires et puis la défense des classes populaires qui impliquerait qu'on oublie les luttes antiracistes, les luttes féministes, la lutte écologiste, etc. Donc je pense qu'on essaye de tenir ferme sur cette intersectionnalité complète qui inclut en son cœur les questions économiques. Donc il n'y a pas d'un côté voilà, les questions identitaires et puis les autres, les questions économiques. Là, il faut vraiment arriver à penser et à travailler politiquement tout ça ensemble. Et je pense que c'est important aussi, hein, parce que quand on le voit, le capitalisme fossile, le capitalisme trumpiste, les premières cibles, en fait, ça va être les femmes, les personnes racisées, etc. Et on le voit là dans la manière dont justement les nouvelles formes de fascisme se développent, elles se fondent dans une vision raciste et masculiniste du monde. Et là, on le voit avec l'élection de Trump. C'est ça qui nous pend la figure. C'est vraiment la montée en puissance d'une forme de capitalisme qui se nourrit de toutes les divisions raciales, sociales, de genre, etc., et qui vont les exploiter pour justement créer des formes de tension dans la société qui vont permettre et asseoir des nouvelles formes d'exploitation par le travail. Donc, je pense que c'est important de tenir tout ensemble et du coup d'avoir une réflexion, y compris sur ce qu'on propose en termes économiques, sur ce que ça implique aussi pour les personnes racisées, les minorités de genre, etc. Donc, penser toujours ensemble classe, genre et race, c'est la base de ce qu'il faut qu'on arrive à faire. Donc voilà, je m'arrête là pour... Le capitalisme croissantiste, il a absolument besoin du racisme, il a besoin de la misogynie, il a besoin d'un rapport colonial au monde pour s'en sortir, en fait. Enfin, je veux dire, Total peut aller détruire le Mozambique, la Tanzanie, parce qu'il y a une vision raciste, parce qu'il y a un sous-jacent raciste qui est que c'est pas grave si on détruit ces pays-là, en fait. Enfin, je sais, c'est très concret. Donc, si on veut limiter la capacité de destruction de ces entreprises, si on veut limiter la sphère marchande au maximum, il va falloir l'attaquer par toutes les faces possibles. Et là, en l'occurrence, c'est une forme de contestation et c'est une forme de délégitimation de leur activité économique. Et donc, les choses sont absolument liées. Absolument liées. Et si on change notre rapport colonial au monde, eh bien... la question des ressources, elle se pose de manière extrêmement différente, puisqu'il n'y a pas de légitimité à aller exploiter des ressources ailleurs dans le monde dont nous aurions besoin et qui détruisent les capacités des populations locales à vivre, les écosystèmes là-bas, et qui détruisent les liens sociaux fondamentaux d'une société. Donc en fait... moi, je boue aussi et je saute de ma chaise quand j'entends qu'il faut d'abord s'intéresser aux questions sociales, puis après on verra les questions sociétales. Outre le fait que l'antiracisme et que la lutte féministe font quand même partie des luttes sociales les plus longues de l'histoire, les plus anciennes, les plus difficiles et où on compte le plus de morts quand même. Enfin, on va se le poser, les luttes antiracistes et les luttes féministes, les luttes décoloniales sont les luttes les plus dures que l'humanité ait connues et les plus anciennes, les plus structurantes. Donc déjà, en soi, c'est un combat social, et deux, c'est un combat social et sociétal, parce que si on atteint l'égalité quelque part, il n'y aura plus de capacité à détruire la planète autant que nous la détruisons aujourd'hui. Donc, de toute façon, nous devons mener l'ensemble de ces luttes de manière collective, en dehors du fait que, évidemment, de toute façon, l'égalité, enfin, on ne peut pas penser une sortie de la croissance sans penser de manière consubstantielle et fondamentale et à la racine et à la base la question de l'égalité des humains. Évidemment. Mais au-delà de ça,
Changer notre rapport au monde, c'est aussi changer notre rapport à l'exploitation de ce monde. Oui, moi je partage ce qui vient d'être dit, toutes les luttes en même temps, ça n'a pas de sens de le penser autrement. Je vais juste vous partager une expérience qui m'est arrivée hier. Hier, j'étais sur un piquet de grève à Beauvais, de 30 personnes qui sont dans leur cabane depuis mai. Depuis mai dernier, ils sont dans leur cabane devant leur entreprise. Et ce qu'on a aussi à affronter, c'est leurs copains, ils sont solidaires avec eux dans l'entreprise, il n'y a pas de problème, etc. Et petit à petit, ils ne viennent plus les voir, parce qu'à chaque fois qu'ils venaient les voir, la direction prenait les types, les uns derrière les autres, et leur expliquait qu'il ne fallait pas qu'ils aillent les voir, et que ce n'était pas normal ce qui se passait, etc. Et puis, même s'ils savent que derrière le plan des 30, qui sont ceux du week-end, il va y avoir un autre plan social de 100 personnes, il y a un tel niveau de terreur et de désespérance qu'ils n'arrivent pas à créer le pont entre les uns et les autres. Et en plus, les choses sont faites de manière intelligente, hein, c'est-à-dire qu'on fait d'abord l'équipe du week-end, qui ne connaît pas l'équipe de la semaine, pour faire en sorte qu'il y ait le moins de solidarité possible, etc., au niveau de la direction. Donc je veux dire par là qu'on a aussi un sujet qui est comment, et ça c'est notre mobilisation de tous les jours, des uns, des autres, etc., comment on arrive à ce que les luttes, elles s'enracinent, que face à des choses totalement injustes. Là, je vous parle de gens qui ont 30 ans de boîte, qui vont partir avec 10 000 € ou 15 000 € d'indemnité, d'accord ? Comment on fait pour réussir à remobiliser le corps social? Parce qu'avec ce qui s'est passé, avec les élections et le débat que je vous introduisais tout à l'heure sur est-ce qu'avec les élections on change encore les choses, etc., il y a un niveau de désespérance par rapport à ce que signifie le vote, par rapport à ce que signifie même avoir des élus, que même quand on arrive, il y a un temps pour créer et recréer. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Je pense qu'il y a évidemment toutes les luttes en même temps, mais aujourd'hui, accompagner les luttes, c'est un vrai boulot et il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'est plutôt une ouverture qu'une question. Vous pouvez y répondre si vous voulez, mais on a un temps qui est terminé normalement. Un des concepts que je trouvais intéressant dans ton ouvrage, Sandrine, c'était la question des 30 glorieuses, l'idée qu'il y avait il y a une 30 glorieuses et qu'aujourd'hui on n'est plus dans cette période-là et que du coup il y a beaucoup de gens qui sont résignés parce qu'ils ont plus cet espoir-là qui ne peut plus advenir. Mais du coup, en tant que politique, qu'est-ce qu'on peut envoyer entre guillemets comme rêve maintenant qu'on est face à l'effondrement des 30 glorieuses et il n'y a plus notamment pour les gens qui sont dans l'industrie, quel serait un avenir un peu désirable? Parce que le capitalisme est quand même très fort pour vendre du rêve, et donc c'est compliqué en face d'avoir un projet qui fasse rêver, outre les fondamentaux sociaux, quoi. J'ai l'impression qu'il faut qu'on change notre manière de présenter les choses, de penser les choses et de les porter. Déjà en lien avec le monde militant, mais aussi en créant un autre imaginaire. Et en l'occurrence, je pense que si vous dites le mot décroissance, peut-être ça peut réveiller des réactions. Mais par contre, si vous dites le mot santé mentale, si vous dites récupérer du temps, si vous dites récupérer de la qualité de vie, si vous dites retrouver le temps de bien faire les choses, la fierté, le mérite, si on pose des objets politiques nouveaux comme ça, dans le débat politique, je pense que par là, on peut vraiment réussir à renverser les choses. Aujourd'hui, il y a un accaparement du mérite, de la fierté et du pouvoir par les classes dominantes, par les plus riches. Et en fait, on a dépossédé, suite aux 30 glorieuses, les plus pauvres de ces trois notions, fierté, mérite et pouvoir. Et pour moi, un des enjeux de la gauche là, c'est de poser cette question, comment on redonne du pouvoir, du mérite et de la fierté à tout le monde, comment on repartage ces biens communs qui sont des biens immatériels, mais qui sont absolument indispensables pour se sentir bien et inclus dans une société. Eh bien, si la gauche arrive à porter ces objets-là de manière différente, on sortira peut-être d'un débat qui résume la fierté au fait d'être né sous trois couleurs, bleu, blanc, rouge, et de le répéter à l'envi, mais on transformera cet objet de fierté en un objet collectif, en un objet de partage, en un objet présent dans chacun et chacune de nos vies, et non pas en exclusion ou en opposition aux autres. Donc partager le mérite, partager la fierté, partager le pouvoir me semble être les trois axes par lesquels nous pourrions sortir véritablement d'une pensée croissantiste, d'une pensée des 30 glorieuses, pour aller vers une société de respect.
Tu veux bien dire un mot aussi, parce qu'en fait, cette notion de même l'imaginaire qu'il y a derrière les 30 Glorieuses, il y a eu des travaux d'historiens là-dessus, notamment Christophe Bonneuil qui a dirigé un ouvrage qui s'appelle Une autre histoire des 30 Glorieuses, et qui déjà perce un peu le voile, le mythe des 30 Glorieuses. Quand on vous dit 30 Glorieuses, vous n'avez pas trop d'autres choix, vous êtes obligé de penser que c'était super. Mais en réalité, ces années-là, qui étaient les années d'après-guerre, on a construit en fait tout l'imaginaire du capitalisme dans sa version productiviste. C'est le moment où on a industrialisé l'agriculture, c'est le moment où on a eu la civilisation de la bagnole qui s'est en place, etc. Donc c'est le moment où tout s'est mis à accélérer. Ça correspond à, vous voyez les courbes de la grande accélération. C'est pendant les décennies de la Trente Glorieuses qu'on commence à partir en exponentielle, quoi. Donc on hérite des 30 Glorieuses et on est enchâssé et enfermé dans les infrastructures et les réseaux qu'on a créés au moment des 30 Glorieuses, dans un moment qui n'était pas où il y avait du conflit social, où la question des luttes coloniales était très forte, enfin décoloniales, et la question de la place des minorités en France était très très douloureuse et violente aussi. Donc je pense que c'est important aussi de ces espèces de grands mythes parce que c'est aussi ça qui nourrit les espèces de nostalgie qui aujourd'hui se nourrissent l'extrême droite, qui disent en fait on va retrouver la grande France de je sais pas. Il faut qu'on arrive à se libérer aussi de ces nostalgies-là pour effectivement construire tout ce dont tu parlais, Sandrine, des conceptions nouvelles et partagées de ce à quoi ça ressemble le bonheur en fait. Et moi je trouve qu'il y a deux leviers en plus de tout ce que tu as dit Sandrine qui sont intéressants, c'est replacer l'humain dans notre économie. Quand vous parlez par exemple d'avoir le retour des services publics humains, de décélérer et d'arrêter la numérisation et de retrouver en fait une économie où vous rencontrez des gens, où vos quotidiens c'est pas juste aller acheter des choses et avoir ce rapport très déshumanisé à la consommation, mais de remplir en fait d'échanges humains ce que ça signifie travailler, consommer, etc. Donc je pense qu'il y a cette dimension là, et puis je pense que la dimension de démarchandisation également, en arrivant à retrouver un rapport justement au lien social qui est autre que celui du lien par le marché, avec toutes les politiques publiques que ça implique derrière, et d'arriver à retrouver aussi la question du temps, qui est absolument fondamentale, je pense, dans ce qu'on va arriver à porter comme projet politique, et de la décélération des temps sociaux, de la récupération et du partage des temps sociaux. Je pense que ça va être des thématiques absolument clés. Moi, ce qui m'inquiète dans la période présente, c'est qu'on bascule dans une période où en fait on va enchaîner des crises qui vont s'entremêler les unes aux autres, et ça va demander une réelle grande bataille politique, culturelle, sociale, d'arriver à libérer de l'espace pour justement arriver à faire rêver, à faire imaginer qu'autre chose est possible. Et c'était là où je trouvais que la force aussi du mouvement contre la réforme des retraites c'est que déjà il y avait l'intersectionnalité dont on parlait tout à l'heure, il y avait les luttes féministes qui s'étaient emparées de la thématique, etc. Mais on commençait à reparler de, en fait, de quoi on a envie de remplir nos vies. Qu'est-ce qui est important, en fait, dans nos existences. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Encore un tout petit mot et ensuite un discours de clôture court, et voilà. Ouais, moi, avant d'éteindre la lumière, non, moi, ce qui m'inquiète, c'est l'extrême droite, elle a son récit projeté dans l'histoire. Le grand emplacement comme schéma mental, et donc une restauration fantasmée en disant que, enfin, vous connaissez les termes, vous les connaissez par cœur. Nous, on a des mots, il nous manque le chemin historique. Il y a eu, dans le moment marxiste, un chemin historique. Il y avait la société sans classe, la lutte des classes, etc. À nous d'inventer, et c'est, je pense, le travail qu'on a devant nous, cette espèce de récit unificateur qui fait qu'on arrive à faire tout découler de quelque chose qui peut être porté. Voilà, ça c'est le boulot qui nous reste. Merci à tous. Merci beaucoup.